que vous m'entendez bien? Et là? Et moi, est-ce que vous m'entendez bien? Waouh, ça fait drôle. Qui je ne connais pas ici? Déjà, on peut remercier fortement les sponsors pour cet événement. Merci beaucoup. Merci à eux. Sinon, on serait en train de le faire là, dans l'ancienne route de rail. Ce serait un peu moins sympa. Et on peut saluer également l'initiative qui est le Forum des partenaires. Bravo, très 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 bonne idée. Merci. Sarah, j'aimerais te confier quelque chose. Il m'est arrivé une drôle d'anecdote il y a environ 2-3 ans. Je ne sais pas si tu le sais, mais je suis coach. Je travaille dans le domaine de l'informatique. Je vais voir les équipes, les écouter, comprendre leurs problématiques et essayer d'y répondre immédiatement. Je suis un peu comme un catalyseur, un truc comme ça. Et c'est un métier qui prend énormément d'énergie. Je suis à leur écoute. Et vous le savez très bien, hein, ils ont plus tendance à partager des choses négatives, leurs problématiques, que des choses positives. Et parmi vous, les personnes qui sont Scrum Master, vous savez très bien que les rétrospectives, ça coûte du temps et de l'énergie. Pour les personnes qui sont PO, les démos, les sprint reviews, vous savez très bien que ce genre d'animation prend beaucoup d'énergie. Et enfin, pour les personnes qui sont coach agile, passer 2-3 heures à animer un atelier, vous savez très bien que c'est relativement coûteux en temps d'énergie. Bref, il y a 2-3 ans, suite à des journées très chargées, je partais dans un bar pour décompresser. À l'époque, je prenais une petite demi-heure, peut-être que vous faites pareil, pour décompresser. J'allais voir des amis, ça me faisait du bien. Un soir, je vais les rejoindre. Je m'assois à leur table et en face de moi, il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas. Il s'appelait Jean-Baptiste. Aujourd'hui, pour cette conférence, on va l'appeler JB. Mes amis voient que je suis fatigué. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup d'énergie, mais ce soir-là, j'étais éteint. Ça arrive, ça arrive. Ils étaient inquiets, ils me posaient la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je leur confesse que la journée était très compliquée, très chargée, j'étais éreinté. Et là, Jean-Baptiste change d'attitude. Il était plutôt neutre, et là, il devient curieux. Et il me demande, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton travail? Et je lui réponds, je travaille dans le domaine de l'informatique et je suis coach. Et là, il s'est passé un drôle de truc, un truc bizarre. À peine ai-je eu le temps de dire ça, que son visage est passé de quelque chose de la curiosité à quelque chose proche de l'énervement, de la colère. Et il me dit la chose suivante. Moi, je travaille dans le bâtiment, pas toi. Je t'en mettrai de la fatigue. Je ne vous cache pas que ça a créé un petit malaise le temps de quelques minutes. Mais tu sais, Sarah, dans tout ça, le pire, c'est que j'ai pas su quoi dire. J'ai pas su quoi lui répondre. J'étais désarmé. Alors j'ai bu ma bière et je suis parti. Je suis rentré chez moi, pas tout seul, pas avec quelqu'un, mais avec un poids. Le poids de la culpabilité. Parce que je comprenais Jean-Baptiste. Moi, je travaille au chaud, dans un bureau, derrière un ordinateur. Et lui, ça se voyait, sa main était abîmée. Son visage marqué par la fatigue. Et son dos, même s'il ne me l'a pas dit, son dos, il était douloureux. Bon, dans l'informatique aussi, on a mal au dos, mais c'est d'autres raisons. Bref, je le comprenais, mais en même temps, j'ai été blessé. Parce que même si je comprenais ce qu'il disait, ça n'annulait pas ma fatigue, ça n'annulait pas mon épuisement. Au quotidien, tu découvres notre domaine, on est épuisé par la pression, les contradictions, les injonctions, les mauvaises décisions, et même parfois, quelqu'un m'en a parlé encore hier, les punitions. Et je considère qu'en subissant ça au quotidien, individuellement, je ne suis pas bien. Et si je ne suis pas bien, je ne peux pas être bien pour les autres. Si je ne suis pas bien pour moi, je ne peux pas être bien pour une équipe. Et si je ne suis pas bien, je ne peux pas être coach. Alors Sarah, je te partage cela parce que je sais que tu m'écoutes, que tu peux me comprendre, et j'avais besoin de te le partager.
Merci Geoffrey. Et en rentrant chez toi le soir devant ton miroir, tu t'es parfait toutes les bragues que tu aurais pu lui balancer à la tête? Non. Parce qu'en fait, il t'a pas menti, JB, il t'en a mis de la fatigue. Cette culpabilité que t'as, c'est le fait de te dire que t'as pas le droit de te plaindre parce que des JB qui trinquent, il y en a peut-être plus que toi. Mais tu vois, vous voyez, je suis infirmière en psychiatrie et je travaille au cœur de la vulnérabilité de l'être humain. Ces histoires. Et des JB, j'en vois tous les jours. Des paysans, des cadres sup et même des informaticiens. Ça fait quelques mois que je me documente sur le domaine de l'agilité et j'ai lu que Scrum est adapté aux 10 domaines et travail de la connaissance. Travail de la connaissance, c'est en soi, vous êtes en train de résoudre des problèmes que vous ne connaissez pas à l'avance. Geoffrey, ton taf, problème complexe, fatigue mentale. Le taf de JB, construction de murs porteurs par exemple, problème linéaire, fatigue physique. Vous deux, vous partagez une fatigue émotionnelle. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer des tics de fatigue différents? Alors, on peut penser que JB est un brave type ou un pauvre type, mais c'est juste un type, c'est juste un humain qui ne connaît pas tes problèmes, et donc il ne peut pas les comprendre, donc il les nie. Lui, il a un type de problème linéaire, la construction d'une maison, par exemple. Il a des objectifs définis, une structure solide qui ne va pas s'envoler au premier coup de vent. Il sait par où ça commence et il sait par où ça finit. Mais JB, finalement, c'est un peu monsieur tout le monde. Et monsieur tout le monde, il oublie que vos objets de travail, ils sont virtuels, intangibles, abstraits, qu'ils existent, même s'ils ne font pas de bruit. Aujourd'hui, on se réunit en toute intimité pour parler justement de ce qu'on ne dit pas souvent. Et tiens, d'ailleurs, Geoffrey, est-ce que tu veux pas me parler de ton contexte de travail ? Ce que ne voit pas Jean-Baptiste, c'est que mon contexte de travail est relativement bien plus soumis à des facteurs de stress et de risque. J'ai découvert récemment, dans une étude plutôt pertinente, qu'il y avait ces facteurs de risque. Si je devais expliquer mon travail à Jean-Baptiste, ou si je devais te l'expliquer, on évolue dans des environnements dynamiques. C'est-à-dire que si tu mets en place une solution, potentiellement, dans 3 mois, 6 mois, elle est plus valide. Et avec l'avènement de l'IA, on le voit au quotidien. On a également ce qu'on appelle les deadlines, des courts délais pour réaliser des tâches. Et ça nous met une pression terrible. Surtout qu'en plus, on nous cumule beaucoup de travail. Et un truc assez dur, c'est ce qu'on appelle les interdépendances entre tâches. Très souvent, on doit attendre la fin du travail d'une équipe pour pouvoir réaliser les nôtres. C'est très frustrant. Et enfin, il y a cette notion d'incertitude. C'est très abstrait, c'est très virtuel, comme tu disais, l'informatique. Et on navigue dans des flots un peu obscurs. Et c'est une vraie difficulté que ne voit pas forcément Jean-Baptiste. Ce que tu nous partages, ça m'évoque un mot, impact. Alors, impact, c'est un mot qui est super mal utilisé dans la langue française, mais aujourd'hui, il tombe super bien à propos. Impact, ça veut dire qu'il laisse une trace. Et en fait, dans ce que tu me dis, c'est super intéressant, pas parce que t'es mon binôme, mais parce qu'en fait, ces micro-changements qu'on vous demande au quotidien, où on nous demande pas forcément notre avis, parce que finalement, c'est tellement courant, ça demande de l'adaptation. Et alors, vous me direz, c'est quoi le problème ? Parce que l'adaptation, c'est une qualité professionnelle. Moi-même, je l'ai marqué sur mon CV, parce que je peux passer d'une posture d'écoute en pleine crise d'angoisse à une posture canalisatrice d'une personne qui entend des voix qui lui disent de prendre un couteau. Donc je me suis permis de la noter. Mais alors, quand est-ce que c'est le problème ? Le problème, c'est quand cette adaptation, elle devient suradaptation. Là, je vous ai affiché un petit rhinocéros, donc je suis désolée, il y en a qui préfèrent les hippopotames, ils me l'ont dit tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai trouvé. Alors, notre petit rhinocéros, on lui a donné un travail, c'était de traverser le pré, à la base. C'était tout. Et puis, un micro-changement, on lui a demandé de traverser le pré à travers un chemin défini, il ne devait pas le dépasser. Puis ensuite, on lui a dit, il faut que tu traverses le chemin beaucoup plus vite pour apporter plus d'argent.
Puis ensuite, on lui a dit, pas de manque de budget, il n'y a plus le chemin, maintenant, tout ce que tu peux avoir, c'est une corde. La suradaptation, c'est ça. La corde, elle n'est pas du tout adaptée à notre rhinocéros. Je dirais même qu'il n'est pas très heureux dans son travail. Après, bon, si vous n'aimez pas les rhinocéros, on va prendre une grenouille. Là, je vais vous raconter une anecdote que vous avez certainement entendue au collège, mais les souvenirs, c'est moins loin pour vous que pour moi. Ou sur Facebook, peut-être. Vous savez, quand vous mettez la grenouille dans de l'eau froide, et ensuite, très doucement, très très légèrement, vous montez la température de l'eau. Alors au début, la grenouille, elle était bien dans l'eau froide, donc elle reste. Puis l'eau, elle devient de moins en moins froide, de plus en plus tiède, de plus en plus chaude. Et avant même qu'elle ait le temps de s'en rendre compte, l'eau, elle est bouillante et paf, plus de petites grenouilles. Mais si vous voulez pas finir comme un rhinocéros suspendu à un fil ou une petite grenouille inexistante, en fait, faudrait reconnaître qu'est-ce qui mérite une adaptation et qu'est-ce qui devrait être refusé. Non, on n'accepte pas ce changement. Qu'est-ce qui pourrait au mieux être discuté ou sinon aménagé. Mais ça, c'est difficile. Et on va essayer de voir pourquoi. Je vais d'abord citer une grande personne qui m'a dit un jour « Sarah, tout ce qui t'est demandé dans l'urgence n'est pas dans ton intérêt et mérite un temps de réflexion un peu plus long. » C'est ma maman. Parce qu'en fait, souvent, quand on nous impose ces micro-changements, on nous fait croire que c'est dans l'urgence aussi. Et on va voir pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez le mot représentation mentale. C'est un mot que j'utilise beaucoup dans mon domaine. Une représentation mentale, c'est par exemple l'idée que je me fais de quelque chose ou d'un concept en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, de mes préjugés. Et on a aussi des représentations mentales collectives. Donc on vit tous dans la même société, normalement. Et on a tous une idée un petit peu du travail. Et dans notre collectif, on s'imagine que quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un de productif. Enfin, ça ne nous viendrait pas à l'idée de donner la seule promotion annuelle à l'employé qui travaille le moins bien ou qui travaille avec les résultats les moins efficaces. Et pourtant. Et en fait, cette productivité, je vais bientôt l'appeler performance parce que c'est ce qui est valorisé, c'est ce qu'on va aller chercher. Et pourquoi c'est difficile de dire non ? Parce que ça peut être perçu comme un refus d'opportunité. Quand on se retrouve à cette course à la productivité, on va nous proposer pas mal de solutions, pas mal de changements, et on va faire un amalgame entre l'urgence et le délai court. Mais le truc, c'est que quand tout nous apparaît comme urgent, bon déjà, on nous délègue une tâche, on nous donne un petit peu cette charge émotionnelle parce que la personne, elle nous dit « Non, mais ça, c'est urgent, il faut absolument que tu le traites maintenant. » Donc nous, on a un poids émotionnel en plus de la tâche qui nous est confiée, donc merci. Mais on va perdre en créativité, on va perdre de notre personnalité. C'est un travail qu'on va faire parce qu'il faut le faire tout de suite, maintenant, pas parce que je suis inspirée à ce moment-là. Et puis on va perdre en pertinence, parce que qu'est-ce qu'on traite en premier et en deuxième ? Où est-ce qu'il est l'ordre de priorité ? D'ailleurs, la pertinence, c'est un des 3 piliers de la performance. Efficience, efficacité, pertinence. Donc en fait, in fine, plus je suis à la recherche de productivité et de performance, moins je suis productif. Bon, du coup, on va peut-être faire sans la prochaine slide. Mais une fois qu'on a compris cette course à la performance, une des solutions, même si c'est difficile de dire non, c'est de se recentrer un petit peu sur ses besoins. Et c'est là que la jeunette de 22 ans qui travaille sur la schizophrénie, la bipolarité et la crise suicidaire vous explique comment mieux vous connaître. Non, en fait, je vais juste vous présenter mon livre de chevet. C'est La force des émotions, c'est 2 psychiatres français. Et en fait, ce livre, il dit quelque chose qui me parle beaucoup, je suis intimement persuadée, j'étais obligée de vous en parler aujourd'hui. Nos émotions, elles nous indiquent quelque chose sur nos comportements adaptatifs, elles nous donnent des infos. Tenez, non, je l'aimais bien la slide d'avant. Bon, c'est pas grave, vous avez un bon cerveau, ça savez imaginer.
j'avais des images de vice-versa. Donc d'abord, il y avait la colère, le monsieur très en colère. Vous voyez, il est tout rouge et il n'est pas très beau, mais c'est pas grave. Cette colère, elle nous indique quoi? Qu'on a besoin de changement, qu'il y a un conflit de valeurs. En fait, elle nous indique simplement quelles sont nos limites. Ensuite, il y avait la jalousie. La jalousie, c'est la peur de perdre quelque chose qu'on possède. Donc, qu'est-ce que ça nous indique finalement? Ça nous indique, est-ce qu'il faut que je me batte pour ce qui m'appartient? Ou alors, ce qui est menacé finalement? Ou alors, est-ce que je dois reconsidérer cette chose-là? C'est différent de l'envie. Parce que l'envie, c'est quand je convoite quelque chose, c'est quelqu'un que j'ai pas encore. Mais ça, c'est quoi? C'est en fait, qu'est-ce qui m'inspire? Et ça me donne des informations sur ce que j'ai envie de devenir. Ça me donne des infos sur mes besoins, finalement. La joie, ça nourrit nos motivations, nos relations. Et la tristesse, ça nous aide à intégrer une perte. En fait, ça nous ancre dans la réalité et ça nous sort du déni. Ces émotions-là, plus on les écoute, plus on les accueille, mieux on se connaît. Et le net plus ultra, c'est de bien savoir les communiquer. Mais c'est pas toujours facile. Donc, bon, ça, c'est une des méthodes pour mieux connaître ses besoins. Mais je crois surtout, Geoffrey, qu'on a besoin de sens. Oh ben, elle était super belle aussi, cette slide. La perte de sens, c'est quoi? C'est quand je suis en conflit avec ce qu'on me demande de faire et ce que je fais, versus quelles sont mes motivations profondes et quelles sont mes valeurs. Non mais c'est pas grave, concentrez-vous sur moi, je suis pas dégueu, donc ça devrait aller. Moi j'aime bien mon métier parce que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais surtout j'aime bien mon métier parce que je suis connectée entre mes motivations profondes et mes valeurs qui peuvent s'exprimer. Mes valeurs, par exemple, ça va être la liberté, l'humanité et la considération. Et je me considère plutôt libre dans mon métier. Mes motivations profondes, ça va être... Moi, je travaille avec des personnes qui ont perdu le goût de la vie, des fois. Et ma motivation profonde, ça va aller d'aller chercher, fouiller dans leur histoire de vie, ce qu'on appelle les leviers. Qu'est-ce qui, par exemple, va les raccrocher à ce qui les fait vivre? Et moi, ça m'anime, c'est mes valeurs perso professionnelles, mais du coup, je vais pouvoir les faire grandir, et c'est ce qui va faire que je retrouve du sens dans mon métier. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je suis aussi allée faire un voyage pour soigner la tuberculose et le VIH et le paludisme. Et en fait, il s'avère que une fois sur place, je me rends compte que je soigne rien du tout. Et en fait, j'étais partie avec tout mon bagage, toutes mes valeurs personnelles, professionnelles à moi, et je me rends compte que elles peuvent pas toujours exister en fonction du contexte. Et pour mieux vivre cette aventure-là, qui était riche, qui était humaine, qui me marquera profondément, j'ai dû les redéfinir. Et si je vous parle aujourd'hui avec Geoffrey, j'espère profondément que dans votre métier, vous n'avez pas oublié pourquoi vous avez commencé celui-là déjà. Vous savez qu'est-ce qui vous a amené. Et puis que vos valeurs professionnelles, elles peuvent toujours exister aujourd'hui. Parce que, ouais, t'as raison, il vient de me souffler une petite phrase, Geoffrey. C'est lui qui me l'avait dit, mais c'est moi qui voulais le dire. Il y a quelqu'un dans la salle que je ne connais pas. Ouais, il est là-bas en haut. Je crois que c'est une phrase qui vient de sa grand-mère, tu m'avais dit. Ouais, c'est sa mère. Ah, ça, pardon. Pardon. Des valeurs, lorsqu'elles ne sont pas appliquées, ça reste un slogan. Et ça, je vous laisse gamberger là-dessus, parce qu'elle est lourde. Et en attendant, je vais passer la parole à Geoffrey. Si on a les slides. Yes. Tu m'as parlé d'urgence. Tu as parlé de sentiments, de frustration, notamment c'est celui qui me vient à l'esprit, et de sens. Ce que voit pas Jean-Baptiste, toi c'est intéressant ce que tu me dis, ça me fait penser à ça, c'est que Jean-Baptiste, ce qu'il voit pas dans mon métier, c'est aussi des problématiques de mon quotidien. Ça, c'est ce qu'on appelle un board. Et ça, c'est ma manière de travailler, c'est ma manière de faire de l'agilité. Elle marche, d'accord ? Et si c'est stupide et que ça marche, ce n'est plus stupide. Bon. C'est cadeau.
Bref. Donc en fait, j'ai des tâches en cours, et donc j'arrive le matin, et donc une des premières frustrations, hop, une urgence. Évidemment, on ne remet pas en cause la notion d'urgence, c'est toujours pareil. C'est dur de dire non. Bon, il faut quand même que je la traite. On arrive en fin de journée, vers 16h. Non, ça ne marche pas. Ça. Je finis mon urgence, je traite une deuxième tâche, et à la fin de la journée, il me reste encore tout ça. Et tout ça, c'est pas fait, c'est pas terminé. C'est encore frustrant. Et toi, je te parlais d'interdépendance de tâches. Très souvent, je dois attendre que d'autres personnes fassent des actions. C'est frustrant. Et en fait, ce que j'ai découvert, que j'aurais aimé partager à Jean-Baptiste, c'est que ça, quand je rentre chez moi, c'est pas moi. Quand je rentre chez moi, en fait, ça, je le garde en tête. Est-ce que ça vous parle ? Vous rentrez chez vous vers 18h, vous partez faire du sport, et 1 heure après, vous avez des idées qui arrivent liées à votre travail. Ou alors, il y a ceux qui sont plutôt vers 23h au moment de se coucher, et pouf, oh, et il vous faut encore 1 heure pour vous endormir. Il y a ceux de 3h du matin, et après, il y a comme moi, vous arrivez à 6h du matin, vous réveillez la tête pleine, et vous devez prendre un post-it, j'allais dire, c'est l'habitude le post-it, mais un cahier, un téléphone pour noter ses idées. Ça vous parle ? Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que derrière, il y a quelque chose, un effet qui s'appelle l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, c'est cette tendance naturelle de l'être humain, cette propension, de garder en tête les tâches inachevées et incomplètes. Et le problème de ça, c'est que par érosion continue, c'est-à-dire que si les tâches ne sont pas traitées, que j'en ai trop, en fait, il va se passer un phénomène, c'est qu'en fait, ça va détruire les relations les plus fortes ou même les plus intimes. Et je vais vous donner un exemple du quotidien, pas du pro, du perso. Est-ce que ça vous parle des conjoints qui se prennent le bec de manière très violente, verbalement, parce que des tâches ménagères ne sont pas terminées, ou parce que des travaux ne sont pas terminés, ou parce qu'une fissure n'a pas été réparée, etc. Et pour les plus Sheldon d'entre vous comme moi, un puzzle non terminé ou un loader qui ne se termine pas. Ça vous parle ? Effet Zeigarnik. Mais heureusement, dans l'agilité, on a mis en place des choses. Moi, ce que j'ai découvert, je l'ai appris comme ça. On a une notion qui permet de limiter les tâches en cours. Donc en gros, ce que je dois respecter, c'est que si j'ai un max à 2, en fait, là ici, je ne dois pas prendre de nouvelles tâches, je dois finir ce qui est en doing, etc. Moi, j'ai découvert ça, on l'appelait les tâches en cours, working progress limit. Voilà. Sauf qu'évidemment, il faut inclure les autres tâches, les waiting, les to review, et donc on est plus sur tout ce qui est en processus. Donc j'appelle ça aujourd'hui le working process limit. Mais malheureusement, ce serait trop beau si ça marchait. En fait, c'est très facilement balayé. Comme les DOD, comme les DOR. Ça va être soufflé d'un coup. Qu'est-ce qui est plus fort que tout ça ? C'est pas Superman, c'est pas Batman, c'est Deadline. Merci, j'ai bossé. Deadline, c'est ces fameux délais courts qui vont nous mettre sous pression, qui vont nous obliger à pousser du code peut-être trop vite, à devoir ne pas respecter certaines règles qu'on a mises en place. Heureusement, ce que j'ai découvert et que j'ai vu mis en place dans des organisations, c'est qu'on peut avoir le pouvoir de dire non. Dominica De Grandis, dans ce livre Make Work Visible, que je vous recommande, qui est vraiment très bien, si vous voulez optimiser votre Kanban et tous les systèmes de board, il est génial. Elle met en évidence les 5 grands voleurs de temps des équipes, et il est vraiment très très bien. Elle dit, en fait, il faut qu'on apprenne à dire non plus souvent. Mais vous avez vu à quel point c'est difficile ? Quand on a un idéal, quand on a un collectif, quand on a envie de pousser, on a toujours tendance à vouloir aider. C'est très dur de dire non. Et aujourd'hui, je vois des organisations qui, pour protéger les équipes de dev, disent non au métier aujourd'hui. Et donc, ça donne beaucoup d'espoir. Et ça, c'est vrai que Jean-Baptiste ne le voit pas tout le temps. C'est bien dommage. En parlant de non, de oui, moi j'aimerais vous parler de sécurité psychologique. Ah celle-là, elle s'affiche.
Le contexte de sécurité psychologique, il a été défini par une dame qui s'appelle Amy Edmondson. Il y en a pas mal, je pense, qui la connaissent déjà. Elle a écrit plein de super livres, mais le plus super, c'est L'entreprise sereine. Et en fait, cette dame, elle mène pas mal de recherches. Et pour cette découverte-là, elle a mené une recherche. Vous savez, quand on fait une recherche, on a des hypothèses. Et ensuite, soit l'hypothèse, elle est validée, soit on se rend compte que c'est pas la bonne. Et son postulat à elle, c'était une équipe qui est plus efficace, c'est les équipes qui font le moins d'erreurs. Donc elle commence sa recherche dans un hôpital auprès d'une équipe médicale d'urgence et paramédicale. Donc elle commence sa recherche. Puis elle trouve rien. Elle cherche. Puis elle trouve rien. Et elle trouve tellement rien que la recherche, elle est reconduite d'1 an. Et en fait, la finalité, c'est la suivante. C'était l'inverse. Alors, non pas qu'une équipe qui fait beaucoup d'erreurs, c'est une équipe performante et efficace, mais c'est que l'équipe de l'hôpital qui remontait le plus d'erreurs, c'était la plus efficace. On a dans notre domaine ce qu'on appelle des fiches d'événements indésirables. C'est-à-dire que lorsqu'un événement indésirable survient, on se réunit, on coche ce qu'il faut, et en fait, ça nous force à réfléchir. En fait, c'est un fichier qu'on remplit, tout bêtement, sur les causes, qu'est-ce qui est survenu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, et on doit détailler toute l'intervention. Bon, je pense que chez vous, vous devriez en faire beaucoup aussi. Mais le comité de direction est tenu d'analyser ces fiches tous les X temps. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus on se sent en sécurité, mieux on travaille. Mais plus on se sent en sécurité, mieux on communique, mieux on travaille. Pour que vous ne l'oubliez pas en rentrant chez vous, ça se résume en 3 phrases. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir à ces 3 phrases. 1, 2, 3. La première phrase, c'est « je ne sais pas ». Ce sont des phrases, en fait, je veux que vous vous demandiez « est-ce que je suis capable de les dire dans mon environnement de travail, aujourd'hui ou demain quand je retournerai au boulot ?» Quelle que soit votre position hiérarchique. La première phrase, c'est « je ne sais pas ». La deuxième phrase, c'est « j'ai fait une erreur ». Et la troisième phrase, c'est « j'ai besoin d'aide ». En ces termes-là, ça c'est pour tout le monde, employé, manager, qui que ce soit. Et d'ailleurs, pour vous les managers, je voudrais préciser quelque chose. Vous avez peut-être un devoir d'intention de sécurité psychologique, c'est-à-dire on a envie que nos valeurs ne restent pas un slogan et on a envie que les équipes se sentent en sécurité. Mais c'est pas à vous de guérir lorsqu'une personne elle se sent en insécurité personnelle au fond d'elle. C'est strictement lié au travail, parce que bonne nouvelle, vous n'êtes pas psychologue, vous ne pouvez pas les guérir là-dessus. Donc c'est simplement, on essaye de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité, on se pose la question à soi-même, mais c'est tout. C'est pas une bulle rose en fait de protection du milieu des bisounours, c'est simplement une bulle transparente où toutes les couleurs elles vont pouvoir être entendues. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur des notions, l'épuisement professionnel. Est-ce que vous vous souvenez de notre petit rhinocéros ? Le pauvre, il était suspendu sur un fil et là, on lui a donné une montagne. En fait, l'épuisement professionnel, c'est ça et c'est seulement ça. C'est juste un déséquilibre entre les exigences du travail, ce qu'on vous demande de faire, versus les ressources de la personne, ce que vous êtes capable de faire. Quand on vous en demande trop par rapport à ce que vous êtes capable de faire, ça vous épuise. C'est une montagne. Et c'est ça, l'épuisement professionnel. Maintenant, on va peut-être essayer de repérer ces petits signaux d'épuisement professionnel. Et donc là, je vais vous laisser 15 secondes pour soit allumer vos cerveaux, soit prendre une feuille et un stylo, ou bien juste aller sur l'application Notes de votre téléphone, parce qu'on va faire un petit quiz de 8 questions.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les questions, vous allez répondre. Tout le monde sait compter jusqu'à 5 ? Ah, bon, ben, tu vas te faire aider par ton voisin, d'accord ? À chaque question, je vais vous... Bon, c'est une affirmation plutôt. J'ai un problème avec la grammaire, c'est terrible. À chaque question, vous allez répondre soit totalement en désaccord, soit totalement d'accord. Vous allez répondre pour vous, enfin, on ne veut pas forcément savoir. Donc la première, par exemple, ça va être sens et énergie. Je me demande souvent à quoi bon dans mon travail ou mes projets. Je rappelle, 1, totalement en désaccord avec cette phrase, 5, totalement d'accord avec cette phrase. Deuxième question. Énergie et rythme, j'ai l'impression de courir partout sans jamais vraiment avancer. 1, totalement en désaccord avec cette phrase, 5, totalement d'accord avec cette phrase. 3, c'est la fatigue physique. Donc je ressens une fatigue persistante, même après avoir dormi. 4, c'est sur les émotions. Je me sens irritée, démotivée ou découragée plus souvent que d'habitude. 5, c'est la déconnexion. Je n'arrive pas à me détacher de mon travail ou de mes obligations, même le soir ou le week-end. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous avez tout pour dormir, mais vous continuez à scroller sur votre téléphone jusqu'à plus d'1h du matin ? Ou alors vous faites votre ménage ou vous faites autre chose ? Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de lieu d'être. En fait, c'est un message de votre cerveau qui vous dit je considère que j'ai pas eu assez de temps pour moi dans la journée, du coup je vais repousser l'heure du sommeil. Ça, c'est ce qu'on appelle la procrastination du sommeil. C'est en lien avec la déconnexion et avec l'épuisement professionnel. 6, c'est l'estime de soi et l'efficacité. Je me sens moins compétent ou moins utile dans ce que je fais. 7, ça va être le plaisir et l'engagement. Ce qui me passionnait ou me faisait plaisir ne me procure plus beaucoup de satisfaction. Et ensuite, 8, c'est le désengagement. J'ai de plus en plus envie de m'éloigner mentalement de mon travail ou de mes tâches. Je vais vous laisser compter. On va faire un petit peu l'annonce des résultats. Je sens que j'ai plombé l'ambiance, mais il n'y a aucune valeur diagnostique. Ne commencez pas à vous affoler. Je les cache un peu d'ailleurs. Je veux d'abord que vous m'écoutiez bien. Il n'y a aucune valeur diagnostique. L'idée, c'est juste que vous vous posiez les bonnes questions et que vous soyez un petit peu alerte, mais c'est juste de la surveillance. Ne venez pas frapper à mon unité psychiatrique parce que j'ai pas de place pour tout le monde. Donc 8 à 15, le niveau d'alerte sera plutôt faible. Donc vous êtes peut-être en début de carrière. Et ensuite... Et ensuite, de 36 à 40, le niveau est un peu plus élevé. On espère que la retraite n'est pas très loin. Non. Vous les gardez pour vous, vous pouvez le faire de temps en temps. Voilà. Maintenant, il y a un truc qui me chafouine un peu. Le mot burn-out, pour moi, il est utilisé à tire-larigot pour tout, partout. Et je trouve que c'est peut-être important de faire un petit point là-dessus. Je vais m'appuyer sur ce que le docteur Robert Neuberger dit. C'est un psychiatre français. Et en fait, il y a 2 origines au mot burn-out. La première, c'est dans le monde de la toxicomanie, donc les troubles de l'usage. Ça nous vient des États-Unis. En fait, avant, les centres pour aider les personnes qui étaient atteintes de troubles de l'usage, donc drogue dure, bon là j'ai mis que de l'alcool. Normalement, ça heurte pas trop les personnes. Mais ces centres-là, ils étaient tenus principalement par des bénévoles et des aidants. Et au début, ces aidants-là, ils se sont pas rendus compte tout de suite que les troubles de l'usage, on n'en guérit pas comme ça en fait. On ne prend pas un médicament et ça y est, on est sorti d'affaire. C'est un processus qui est long, il faut accompagner. La rechute, elle fait partie du sevrage. Et quand ces bénévoles ils se sont rendus compte de ça, ils ont voulu s'investir encore plus pour être sûrs que ça marche encore mieux. Et ils s'en sont rendus compte que non, toujours pas.
Et donc, ils ont commencé à se détacher, mais se désengager de leur pratique. Il y a quelque chose de l'ordre presque parfois de la déshumanisation. Là, on parle de ce cas-là, par exemple, en chirurgie. C'est quand les équipes paramédicales, les infirmières entre elles, elles vont plus appeler Monsieur Dupont, mais elles vont dire tu peux t'occuper là de l'appendicite de la chambre 16 ? C'est là que ça commence. Mais ce cas-là, il ne nous intéresse pas vraiment parce qu'on n'est pas aidant. Nous, le deuxième cas qui nous intéresse, c'est quand on a été atteint dans notre intégrité professionnelle. Quand on a vécu, le mot est fort, mais traumatisme professionnel, par exemple une injustice, une humiliation, et on n'a pas été reconnu dans notre personne. Ça s'explique par une petite anecdote du docteur. Donc, il était dans le train, dans le TGV. Pour une fois, il n'y avait pas de retard. Et il rencontre un monsieur, ma foi, fort sympathique. Donc, ils discutent entre eux. Et ils discutent à tel point que vient la question, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et du coup, le docteur, il dit, je suis psychiatre. Ah, mais moi, j'ai pas eu besoin d'un psychiatre. Il dit, mais pourquoi vous auriez eu besoin d'un psychiatre ? Parce que moi, j'ai été licenciée d'une façon absolument abominable. Et j'étais au fond du seau. Et il raconte, ce monsieur, que la manière qu'il a trouvée, c'était d'imaginer toutes les méthodes pour assassiner son patron. Donc, faites attention, je ne sais pas s'il y a des boss dans la salle. Et en fait, il a été sorti d'affaire une fois qu'il avait trouvé la solution sur comment bien l'assassiner sans se faire attraper. Et en fait, le problème, c'est que ce petit monsieur qui est devenu en colère, il aurait très bien pu frapper à la porte de son médecin et dire « je suis au fond du seau ». Et un médecin qui ne connaît pas le burn-out, comme je vous l'explique aujourd'hui, il aurait dit « dépression, je vais vous mettre sous médicaments, monsieur ». Ou alors dire faut faire du sport, faut aller à la salle, faut faire des abos avec Thibaut InShape, faut faire quelque chose. Et en fait, ça aurait masqué quoi ? Ça aurait masqué la rage qu'il a eue, cette colère, cette attitude de combativité. Ça, c'est le risque de la pathologisation. Parce qu'en fait, on en a besoin de cette rage. Et plutôt que de le traiter par des médicaments ou par autre chose, des fois, la solution, c'est de se dire « mais t'as le droit d'être en colère. Elle est légitime. » Mais souvent, quand on a eu un divorce, par exemple, où le conjoint il nous a mis plus que par terre et qu'on a un vrai sentiment d'injustice, on est en colère, notre famille, nos amis vont dire laisse le temps couler, ça va le faire. Il y a personne qui vous dit mais vas-y, engueule-moi, ça va te faire du bien. Et c'est tabou. Après, il y a d'autres choses qui ragent aussi, mais qui sont beaucoup plus légères. Par exemple, les interruptions au travail. Ouais. Effectivement, les interruptions, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est quelque chose vraiment qui me fait péter un câble et dans ce que tu as montré sur les signaux d'épuisement, c'est quelque chose qui m'épuise énormément. Moi, j'ai une question. Combien de fois en 1 heure pensez-vous être interrompu dans votre travail lorsque vous vous concentrez sur une tâche ? Vous arrivez, vous démarrez une tâche et en 1 heure, combien vous estimez le nombre d'interruptions ? Qui pense entre 0 et 5 ? Qui pense entre 5 et 10 ? Qui pense ? Personne pense ? Ah, merci. Qui pense entre 10 et 15 ? Ok. Et qui pense plus de 20 ? Wow. Selon cette référence, attention, c'est pas forcément ultra pertinent, ça a été fait sur un petit échantillon, mais ça va nous donner un point de repère, d'accord ? Ce point de repère, c'est celui-ci. On a interrompu en moyenne 15 fois par heure, soit 1 fois toutes les 4 minutes. 1 fois toutes les 4 minutes. Au début, j'ai trouvé que c'était énorme, mais si on y réfléchit, j'ai eu le temps de déposer les enfants, j'arrive au travail vers 9h, peu importe, j'ouvre mon PC, j'ai ma boîte mail, arrivent les premiers collègues qui viennent saluer, donc ma concentration, le temps d'un moment, il faut que je m'y replonge. Ensuite, ils veulent boire le café, parler du week-end, parler du match de foot de la veille. Et ensuite, il y a les Teams ou les Slack, les messageries, les mails, les urgences. Ça commence déjà à en faire pas mal.
Et puis je travaille dans un open space, donc il y a toujours de l'agitation, des mouvements, des portes qui claquent, et je travaille à côté d'une fenêtre, donc il y a des fois les passants qui crient, les enfants qui crient, qui jouent, le tram qui klaxonne, etc., etc. Donc finalement, le volume de 15, on n'est pas très loin. Et selon ce repère, ça a un énorme impact sur la réalisation de mes tâches. Et ça me frustre énormément, parce que ça va avoir un impact sur ma vie privée, sur mon planning. Et ça rajouterait 15 à 24% de temps en plus à réaliser vos tâches. Les journées ne font que 8 heures, en moyenne. D'accord ? Donc j'ai pris un petit tableau sur une tâche de 60 minutes. En fait, ça vous met déjà dans les dents, au max, entre 8, 10 minutes et 15 minutes. Est-ce que ça vous parle, lorsque vous enchaînez une réunion, de voir des gens qui sont venus à la réunion, ils sont en train de travailler sur autre chose ? Ça parle. Probablement lié à ça. Probablement. Et si on continue, on va commencer à parler d'US, par exemple, du Your Story. Sur des petites US, on commence à avoir des délais qui se rajoutent, qui se cumulent, juste à cause des interruptions. Je ne dis pas qu'il faut devenir associable et travailler dans son coin, surtout pas. Les interactions sont importantes, mais il y a un point culminant où l'interaction devient interruption. Et juste d'en prendre conscience, et que l'autre sache qu'on en a conscience, c'est ce qui est important là. Sur un projet d'une semaine, 10 heures, et sur un projet d'un mois, vous prenez une semaine ouvrée dans les dents direct. Imaginons que vous avez 10 personnes dans votre projet, à 45 € de l'heure selon l'INSEE, ça commence à représenter un petit budget. Et tout chef de projet sait bien que lorsqu'on quantifie un projet, on rajoute 15-20% de délai en plus. Donc c'est un énorme impact. Et donc c'est un impact aussi sur mon planning. C'est ça vraiment qui me frustre, qui me met aussi la rage. C'est que derrière, si ça décale à chaque fois, ça décale aussi sur mon temps de repas, et aussi pour aller chercher les enfants, et c'est une vraie frustration à chaque fois. Donc ça a un réel impact. Et pourtant, c'est bien dommage, parce que selon cette écrivaine scientifique, Winifred Gallagher, dans son livre Apt, elle aurait identifié qu'il y a un lien entre l'attention, augmenter son attention, et le bonheur. Et ce serait cool de retrouver un peu de plaisir dans le travail. Ah oui, ce serait cool. Il y a des solutions. On voit beaucoup de gens faire ça. Aujourd'hui, quand vous verrez des gens faire ça, le message caché, codé, c'est « Je veux me mettre en état de concentration. S'il te plaît, ne me dérange pas le temps d'un moment. » Mais est-ce qu'il faut investir dans des casques pour toutes les entreprises ? Je ne suis pas sûr. Ce ne soit pas la bonne solution. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi se donner le droit, on en reparlait tout à l'heure, il n'y a même pas une heure, le droit de ne pas être tout le temps disponible. De temps en temps, je dis bien de temps en temps, d'accord ? De manière équilibrée et pondérée, il faut savoir dire « je ne suis pas disponible ». Moi, ce que je fais quand je veux travailler en état de concentration, et tu l'as déjà vu, Julien, je pose un message sur mon Teams, je dis là, pendant 1 heure et demie, je ne suis pas disponible. Et je coupe toutes mes notifications de messagerie. Je coupe ma boîte mail, je mets éventuellement un casque si je suis en présentiel pour signaler que je ne suis pas disponible, et surtout, je coupe le dernier. Plus de TikTok, fini. Non, je plaisante. Non, mais en fait, de couper le téléphone, c'est aussi des interruptions, des distractions supplémentaires. Et je me mets dans un état de deep work, entre guillemets. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez ressentir un sentiment de est-ce que je suis pas en train de louper quelque chose de super urgent ? Non ! Pas de fear of missing out, pas de peur de louper quelque chose. Ça aussi, petit à petit, vous allez apprendre à le canaliser. On apprend à le gérer. Avec cette notion d'urgence qu'on revoit, qu'on revisite. Ça commence à être agaçant, ça. Bref, un retour d'expérience. L'image précédente, c'était la notion de deep work. Cal Newport a écrit 2 livres autour du deep work que je recommande vivement. Et voici un retour d'expérience chez un client. J'étais DevOps et j'étais en support de cette équipe. Le choix de l'équipe, c'est un choix de l'équipe, d'accord, qui était piloté par le Scrum Master. Le matin, ils n'avaient que les meetings. Et l'après-midi, ils avaient décidé d'avoir les sessions de code pour les devs. Un mardi après-midi, je m'en souviens encore, j'ai contacté Laetitia, qui était une dev, pour avoir une information sur je ne sais plus quoi. Et elle m'a dit, je suis désolé Geoffrey, tu auras l'information demain matin en daily, je suis en deep work. Au début, j'ai été surpris. Le mercredi, elle m'a donné l'information,
Et le Scrum Master, qui avait oublié de me le mentionner, m'a rappelé les règles de cette équipe. Et j'ai trouvé ça super intéressant de, quelque part, sacraliser cette notion de deep work et de protéger l'équipe, d'avoir du temps dédié à l'équipe sur des interactions et pas sur des interruptions. Un petit défaut de ce modèle, moi je suis plus créatif le matin, et donc je vais plutôt faire du deep work le matin. Mais ça, c'était une décision d'équipe. Bon. Alors là, on imagine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est important? Parce que je vous ai dit, ce serait bien de retrouver du plaisir dans le travail et de retrouver cette notion que j'appelle le flow state. Alors, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Ça a été une étude qui a été faite par cette personne. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais. Il a des cheveux blancs. Ou plus de cheveux, je crois. Mais si vous voulez, vous l'imaginez. Je comprends pas, je suis désolé. Ça marchait très bien. Ouais, mais là, ouais, c'est mon téléphone qui s'est déconnecté parce que le Wi-Fi marchait pas. Sinon, on peut te le dessiner, Geoffrey. C'est une courbe abscisse ordonnée. En plus, je crois que vous êtes super compétent, on m'a dit. Vous savez, les graphiques en CM2, là, en mathématiques, vous faites une ordonnée et une abscisse. Tu peux pas faire une musique d'ascenseur? On a une... Ouais, parfait. C'est trop cool. Et ensuite, on fait la diagonale du vide. En fait, je voudrais là et là, un autre espace. Ouais, deux espaces, des trucs parallèles. Je suis très mauvaise en maths, ça se voit. Ouais, en fait, je voudrais un espace entre les deux. Donc là, vous mettez une ligne parallèle, s'il vous plaît. Oh, j'ai une autorité, c'est génial. Ouais, exactement. Geoffrey, regarde, si ça peut t'aider. Parce que là, Mais après, vous aurez les mots à trous que Geoffrey va vous donner, et comme ça, on aura 2 fois le même dessin. Désolé pour l'imprévu. Le flow state, j'y tenais à vous le partager, qui a été défini par cette personne dont le nom et le prénom sont totalement imprononçables, mais on dit Mihaly Csikszentmihalyi. J'ai travaillé la keynote, mine de rien. Vous savez qu'il y a des tutos YouTube pour apprendre à dire son nom et son prénom. Parce que le mec, il a fait une recherche incroyable qui peut révolutionner le monde du travail, qui permet de questionner, mais personne n'arrive à le citer et c'est quand même dommage. Donc, c'est résumé. Mes instructions, elles étaient super claires, si je peux me permettre. Merci beaucoup. Donc, en fait, voilà en quoi c'est résumé. Et je trouve que c'est pas très parlant et je vais vous donner une définition que j'aime beaucoup. Et là, je pense que vous allez tous et toutes comprendre l'idée. Le flow state, c'est lorsque vous vous investissez dans une tâche ou un projet sans compter le temps et l'effort fourni. On l'a tous et toutes vécu, de s'investir dans un projet, de lever la tête, faire « waouh, ça fait déjà 2 heures ». Et on l'a vécu notamment dans la création de la keynote. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a eu un peu de zégarnik, il y a eu un peu d'interruption aussi. Ça vous parle? Cette sensation très agréable, en fait, c'est le flow state. Donc en gros, si vous avez une tâche qui est relativement facile à faire par rapport à votre niveau de compétence, vous allez rentrer dans un niveau un peu d'ennui. Ça, c'est un peu le quotidien, mais ça fait partie du métier. Et de la même manière, sur des tâches très compliquées pour vous, où les compétences ne sont pas alignées, on va être plus sur ce qu'il appelle, lui, l'anxiété. Attention, c'est un peu de pression, du stress, etc. Et le flow state, on va arriver plutôt à aller aligner compétences avec la tâche, qui est relativement facile. Et ça peut être un point de repère pour vous, pour vos équipes aussi, pour dispatcher, répartir les tâches. Et de la même manière, sur une tâche très compliquée, on va aligner les compétences. Et pour entrer dans cet état de concentration, de plaisir de travail. Et tu vois, Sarah, suite à cette conférence et ce travail qu'on a fait ensemble sur la keynote et tout ce que tu m'as fait découvrir, j'ai pris conscience que tout ça, j'aurais voulu le partager finalement à Jean-Baptiste ce soir-là. Tu parlais de rage. Au quotidien, je me bats pour défendre mes pratiques, Agile, Craft, DevOps. Vous battez aussi pour défendre ces pratiques. On défend ces pratiques.
On fait ça et on demande aussi du respect sur notre fatigue. Parce que j'ai une valeur, c'est que je crois très fortement que si on veut être agile, craft ou DevOps, peu importe, on doit manifester en 2025 son bien-être au travail. Mesdames et messieurs, merci Geoffrey. Je suis ravie d'avoir partagé cette aventure avec toi. Mesdames et messieurs, si vous êtes dans cette salle, c'est que l'agilité vous a déjà touché. Il y a très longtemps pour certains, ou beaucoup plus rapidement pour d'autres. En 2001, l'idée d'un travail plus collaboratif a pris forme. Et si hier, on valorisait les individus plutôt que les outils, la collaboration plutôt que le contrat et l'adaptation avant le plan, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait ajouter le bien-être plutôt que la productivité. L'écoute plutôt que la pression. La parole plutôt que le silence. Parce que le professionnel est toujours personnel. Cette keynote, elle est pour tous ceux qui ont déjà reçu une remarque à la JB et pour tous les JB aussi. Cette 5e valeur de l'agilité, c'est celle qui soutient toutes les autres. Ce qu'on nomme peut exister, et aujourd'hui on a choisi de le dire, de presque le crier, de le manifester. Manifester une meilleure version du monde du travail, du collaboratif, du soi. Manifester sa fatigue. Manifester le droit d'être bien et le devoir de reconnaître quand on ne l'est pas. Parce qu'on croit encore à l'espoir. Parce que personne ici n'est là par hasard. On est tous venus chercher un peu de mieux. Et ce mieux, il commence maintenant. Il commence en se levant. J'attends, là. C'est pour la digestion. Comme vous voulez. Pour nos collègues, pour hier, pour demain, mais surtout pour nous-mêmes. Sarah Jiquel. Geoffrey Graveau. Tout ça pour qu'on se lève. Vous pouvez vous asseoir. On a commencé en avance, on a peut-être une ou deux questions. Alors, à la question « Pourquoi mon réseau a sauté ?», je ne peux pas y répondre. Ça veut dire qu'on a été clair. Ah ouais ? Oui, merci. Bonjour. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Moi, c'est pas une question par rapport au contenu, mais je serais curieux de savoir comment vous avez réussi, comme vous avez dit, découvert l'agilité, je m'adresse à Sarah, récemment, et allier votre métier par rapport à le contenu et les valeurs de l'agilité. Comment vous êtes arrivé de faire et d'avoir cette rencontre pour préparer la keynote? En toute honnêteté, j'ai d'abord rencontré Geoffrey. Et on discute beaucoup puisqu'on s'est rencontrés dans le domaine de l'éloquence. En fait, on s'est rencontrés à travers une asso pour la prise de parole des jeunes. Donc, pour vous dire à quel point on est déjà animés par le fait de changer le monde. Je me sens, mais on avait déjà discuté, échangé de nos milieux de travail qui sont complètement différents, de comment on vivait les choses. Et je crois que c'est autour d'un café. Et en fait, on pense que c'est ça l'avenir agile. Puis moi, je pose beaucoup de questions. Donc le milieu de travail des personnes qui n'est pas le mien, ça m'intéresse profondément. Et on en est venu à avoir, à travers de nos discussions, une vision assez commune
Ben, là, on peut vous le dire aujourd'hui, je pense que l'avenir de l'agilité, c'est dans son ouverture. Si c'est agile, c'est ensemble. Et si c'est ensemble, c'est aussi aller chercher plus loin, ailleurs. Et ça, cette keynote, je pense qu'elle est particulière parce qu'on a fait le choix de mélanger 2 univers différents. Et je crois que c'est peut-être ça qu'on oublie de nos jours, c'est rassembler des domaines qu'on a trop longtemps ignorés. À dire ma méthode elle fonctionne, bah c'est bien, mais ma méthode elle fonctionne, mais elle peut être encore plus intéressante et inspirante parce qu'elle est connectée avec d'autres choses qui existent ailleurs, c'est peut-être mieux. Et j'espère qu'on a réussi à transmettre ce message-là. Je dirais que c'est en fait d'abord d'humain à humain et ensuite on a parlé de nos domaines. C'est pas un beau jour je me suis réveillée, oh putain l'agilité c'est cool parce que mine de rien... Punaise, pardon, je suis désolée. Mine de rien l'agilité c'est quand même... Enfin quand on connaît pas, ça fait peur. Enfin, moi, je sais que je me suis beaucoup appuyée sur Geoffrey, j'ai posé beaucoup de questions parce que c'est pas quelque chose qui me paraît accessible pour moi, petite personne de 22 ans qui travaille dans le monde de la santé. Je suis allée la chercher, cette agilité, mais ce qui est très bien, c'est que je l'ai trouvée accessible. Dès qu'en fait, j'ai voulu mettre un pied dedans, ben, j'ouvre les livres, les personnes sur LinkedIn, elles sont super ouvertes, super accueillantes, et ça, c'est un vrai plus. Je sais pas si j'ai... Et pour ma part, en fait, moi j'aime bien appuyer mes propos avec certaines références plus ou moins solides, mais en général c'est la démarche que je fais. Et je trouvais que je manquais un peu de poids quand même sur ce domaine. Et comme j'ai rencontré Sarah dans le domaine de l'éloquence, et qu'elle était infirmière psychiatrique, sur des discussions, elle me sortait des anecdotes, mais je trouvais ça fou, quoi. Et je trouvais ça fou que ça soit pas plus partagé. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion parce que ça fait juste du bien. Et juste les prises de conscience là, d'aujourd'hui suffisent déjà, arriver lundi, à dire « Ah ouais, ok, j'avais pas vu ça ». Et déjà, de se préserver soi et de préserver les autres, parce on est un peu dans cet ADN. Si je suis pas bien moi, si t'es pas bien toi, on peut pas être bien pour un groupe. Moi, j'avais juste, pas tout à fait une question, presque un constat. Tu as parlé tout à l'heure de missing out. Je pense que c'est carrément un entraînement qu'on doit faire tous. Et cet entraînement peut être, du moins pour moi, tel que je le ressens, peut se dérouler mieux dans une équipe dans laquelle il y a un climat de confiance. Parce que, obligatoirement, si malgré tout on a raté en guillemets quelque chose, il y a tout un groupe qui peut nous faire part derrière, sur lequel on peut s'appuyer et on peut s'entraider derrière pour faire en sorte que c'est pas grave, on n'était pas là, mais ça se passe malgré tout. Et c'est presque un témoignage avec ce qui se passe de l'intérieur dans Agile Tour Bordeaux, où on est des bénévoles, on s'entraide et le jour où il manque quelqu'un, il y a toujours toute une équipe pour pallier et pour bosser pour les autres. Ouais. Moi, de ma vision, le fear of missing out, donc cette peur de louper quelque chose, elle est nourrie, dans le monde pro notamment, par, moi je le vois très fortement, c'est un premier levier, cette notion d'urgence, quand tout est urgent, qui désorganise tout. Et en fait, j'en parlais à Farouk, moi j'aime bien utiliser la matrice d'Eisenhower, qui est une manière de faire, c'est pas forcément la meilleure, qui casse un peu ce sentiment d'urgence, et même il emploie le terme urgence dans sa matrice. Moi je préférais parler de délai court. Le dire, je dois le faire demain, mais après tu mesures l'importance. Ok, c'est pas important, c'est à faire demain, donc en fait finalement ce n'est pas urgent. Et ce mot urgent, je peux plus l'entendre, parce que justement, il faut plutôt voir en vision courte. Ouais. Et j'ai vu plein de fois où on disait que c'était urgent à des équipes de dev qui se sont saignées, qui se sont désorganisées, et ils livrent, ah non mais le client n'est pas prêt. Donc ce n'était pas urgent. Merci beaucoup.